D'accord. Alors justement, aussi, qu'est-ce que vous pensez du projet d'Eurorégion? Parce que ça, en plus, ça concerne pour le coup tous les pays d'Europe, y compris la France et l'Italie, puisqu'il va y avoir des fusions de régions entre la France et l'Italie. Je crains que ça se fera. Je suis pas tout à fait favorable. Hein. Par rapport à, moi, je dis que seulement les imbéciles ne sont pas contradictoires, mais je ne suis pas aussi intelligent d'être contradictoire à ce point-là. Je veux dire, je parlais du fait que pour moi, il faudrait quand même une logique confédérée, et je suis tout à fait dans ce sens-là favorable au maintien de la souveraineté où elle est possible. Donc, par exemple, ce qui est en train de se faire en Italie, c'est de faire disparaître les provinces, qui sont une logique, si vous voulez, jacobine, pour renforcer les régions, qui sont quand même celles qui ont créé le gouffre économique en Italie. Moi, je suis pour faire disparaître les régions et renforcer les provinces. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Oui, parce que nous, en tout cas en France, on a l'impression que ces eurorégions, c'est le début du démantèlement de la France, quoi, parce que finalement, l'État va disparaître. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Simplement, s'il a disparaître, parce que pour la question d'un État, un vrai État européen, ça ne serait pas dramatique. Mais là, le problème, c'est qu'il va disparaître pour la réalisation justement d'un fédéralisme anodin et son tête et son cœur. Donc, je suis contraire aux eurorégions, si vous voulez. Mais je répète, le fait que je sois contraire, ça ne change rien du tout sur le dessin du monde, comme le fait que je sois favorable à l'euro, ça ne le changera pas non plus. D'accord. Alors justement, aussi il y a une région qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment en Italie, c'est la région de Venise, qui demande, qui propose un référendum pour son indépendance. On a entendu parler de ça. C'est du pipeau électoral. Si jamais il y avait un référendum pour son indépendance, oui, les Vénitiens sont un peu plus celtes que les autres, donc ils pourraient obtenir même le 12 ou 13%. Bon, personne n'est aussi suicidaire en Italie d'essayer de faire un saut dans les vides. Les Italiens sont beaucoup plus prudents que les Français, vous voyez. Oui, parce que on sait que voilà, il y a tout, quand même, c'est une politique qui est poussée par l'Union européenne. Il y a référendum en Catalogne, en Écosse, et puis là, on a entendu parler de justement à Venise. Mais en fait, c'est plutôt des référendums qui donnent la possibilité aux gens de démontrer qu'ils seraient favorables à quelque chose qu'ils ne pourront pas obtenir. Donc, en échange de ceci, ils obtiendront quelque chose d'autre. C'est un peu plus, on prend les gens par le nez. D'accord. Donc, il n'y a pas de risque pour vous d'un détachement, en tout cas, de Venise. Non. Non, il peut y avoir un autre risque, mais ça c'est autre chose. Dans l'évolution de la situation, alors, si on considère que les Anglais sont en train de tirer dans les pattes de l'Union européenne d'une manière totale, et que les Américains ne veulent pas non plus que la force diplomatique allemande soit aussi importante comme elle l'est, il y a des possibilités qui jouent ensemble pour le démantèlement partiel de l'Europe. Dans le démantèlement partiel de l'Europe, il y a la possibilité de l'éclatement de l'Italie, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, est-ce que vous êtes pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe? Je pense que ça serait la pire affaire que les Turcs puissent faire dans leur vie, parce que ils n'ont aucun intérêt d'entrer dans l'Europe, avec la situation de la Turquie aujourd'hui, dans tous les points de vue, culturels, géographiques, économiques, etc., est parfaite. S'ils viennent à entrer dans l'Europe, ce serait une connerie totale. En plus, la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, sauf une partie infime. Donc c'est absurde. On peut même demander pourquoi pas les Chili alors. Oui, parce que on a du mal à voir, elle s'arrête tout. On m'a posé la question d'ailleurs, selon vous, elle s'arrête où cette Europe? C'est-à-dire quoi? Elle va jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie, jusqu'à... Déjà, je ne donnerai pas de limites géographiques, parce que les limites géographiques, c'est toujours l'histoire qui les donne. Disons que culturellement parlant, l'Europe, c'est quelque chose qui peut considérer qui naît dans le Thermopyle, qui se termine évidemment aux Urals, mais bon, la question c'est qu'aujourd'hui,
on ne peut pas prendre une carte géographique et dire ici ça, ici là, ici là. J'imagine que dans une éventuelle création de puissance européenne réelle, il y aura beaucoup de pays, il n'y aura pas beaucoup, je ne sais pas, mais il y aura des parties de l'Europe qui n'en feront pas partie. Peut-être il y aura des parties non européennes qui seront englouties dans cette influence. C'est impossible à dire aujourd'hui. Ceux qui s'amusent à faire la carte du futur, c'est des amateurs. D'accord. Alors, justement, on me demande aussi, est-ce qu'il y a une influence du lobby sioniste en Italie comme en France? Parce que voilà, vous savez qu'en France... Alors déjà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les lobbies sionistes. Vous parlez de lobby juif, c'est pas parce que le sioniste c'est une chose, juif c'est une autre. En fait, je pense que c'est lié, elle est indirecte par le média anglo-américain, parce qu'en Italie, la communauté juive est très petite. Hein. Elle n'a pas du tout la même influence qu'en France, parce qu'en France... Pas du tout. Ah oui, en France, la communauté juive, je sais que c'est la plus importante d'Europe, mais en plus, elle a un pouvoir assez fort. Dans les médias... Oui, non, mais alors, je veux dire, il y a quand même des outranciers sionistes qui font, par exemple, le porte-parole de la communauté juive romaine, pacifique, en fait, il n'est pas tellement populaire non plus chez les juifs romains, qui fait de la surenchère. Mais la question est bien différente qu'en France, si ce n'était que par ricochet, parce que par ricochet, par CNN, etc., ça change tout, parce qu'il y a cette logique de la mondialisation. Mais par exemple, la loi Guesso en Italie n'a pas été appliquée. Et une grande partie par l'opposition d'une bonne partie de professeurs universitaires dont les principaux signataires étaient des professeurs universitaires juifs. Donc c'est quand même différent l'Italie de la France. Il y a dans ça, dans d'autres choses. Et comme je disais aux parents, au XIXe siècle, le lobby juif était censé au moins avoir un pouvoir très fort en France, alors qu'en Italie c'était l'Église, la même. Et c'est pour ça que les sangs-gauche et les sangs-droite italiens étaient anticléricales, et en France c'était antisémite. D'accord. On me dit justement, vous faites une... Alors, voyez-vous, quelle différence vous faites entre juifs et sionistes? Parce que c'est vrai, on vous a entendu faire la différence là. En France, on fait une différence parce qu'on pense que tous les juifs sont pas sionistes et que tous les sionistes ne sont pas juifs. Ah oui, que tous les sionistes ne sont pas juifs, je suis tout à fait d'accord, ça c'est certain. Et que tous les juifs ne sont pas sionistes, c'est évident. Il y a des juifs qui sont même assez contraires, même à l'État d'Israël, pour des raisons complètement opposées. Par exemple, Soros est-il un sioniste? Je ne sais pas. D'accord. On nous demande si en Italie aussi vous avez la laïcité gagne du terrain ou il y a plutôt un regain des religions, du catholicisme en particulier. C'est vraiment un bric-à-brac, un mélange incroyable. Il n'y a plus d'identité forte, même à niveau culturel. Donc c'est très difficile de voir la différence entre un laïc et un catholique, tellement est laïque le catholicisme, tellement est religieux le laïcisme aujourd'hui. D'accord, oui. Parce que vous n'avez pas la même, parce que quand je dis en plus la laïcité, comme on l'entend en France, c'est une espèce de laïcité quand même très agressive envers toutes les autres religions, parce que c'est un peu ça. Oui. En Italie, ça existe, mais c'est très faible. En fait, en France, vous êtes, comment dirais-je, ça fait partie beaucoup du caractère celte, vous êtes tenu sur quelque chose et avant de l'oublier, ça passe des siècles. Par exemple, c'est le pays en France où le Parti communiste, c'est le Parti communiste. Les autres ont tous changé de nom. Oui, parce que vous avez combattu le Parti communiste aussi en Italie, c'est ça? En fait, c'est plutôt le contraire, le Parti communiste qui nous a combattus, mais bon, ça revient au même. D'accord. Ah oui, alors justement, je voulais vous évoquer, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est incontournable dans votre biographie, c'est justement, vous êtes venu en France parce que vous étiez accusé de l'attentat de Bologne. Et finalement, on nous a dit que, apparemment, vous avez été lavé de toutes ces accusations. Oui. Et on sait aujourd'hui que c'est le Gladio et c'est les armées de l'OTAN.
Alors là attention, il y a beaucoup de comment dire, des partis pris de langue de bois. Alors déjà, je n'ai jamais été accusé du massacre de Bologne. En fait, par la suite du massacre de Bologne, il y a eu beaucoup de mandats d'arrestation à l'extrême droite. Quant à moi, mais je le suis après, il y a eu 3 tentatives de créer des pistes contre moi, effectuées par les services secrets, par les chefs des services secrets italiens, avec des liaisons avec, par exemple, Michael Ledeen, qui était le grand personnage de la CIA, et même, il paraît, les Français, les services français étaient dedans, au moins le premier de ces 3 tentatives. Tout cela s'est passé vraiment à la limite à mon insu, parce que je le suis après. Simplement, par contradiction et d'autres choses, tout ça est tombé. Il y a eu des passages aux aveux. Les chefs même de services secrets ont été condamnés pour calomnie. Enfin, ils ont même mis de l'explosif dans un train et ça devient une calomnie. Bon, ce sont des finesses de la justice italienne. Et oui, je suis non seulement complètement lavé par des accusations qui ont été intentées mais jamais formalisées, mais je suis même devenu partie lèse, partie lésée, je ne sais pas comment on dit ça en France, par rapport au procès de Bologne. Ça, c'est le côté... par contre, c'est complètement faux que Gladio a participé, que Gladio puisse faire d'une manière quelconque l'attentat de Bologne, parce qu'en fait, tous les éléments, là, nous sommes en train, moi-même, des avocats, des juges, des historiens, de refaire toute l'histoire avec tous les éléments qui sont dans les procès, qui sont au jugement, qui sont officiels, etc. On a découvert plein de choses sur le massacre, et surtout le massacre, et en fait, Gladio, la seule intervention qu'il y a eu réellement de Gladio dans toutes ces histoires, c'était en 1974, après le massacre de Brescia, où le ministre interne, qui était le chef de Gladio, mais qui répondait à Kissinger, qui à l'époque voulait les partis communistes au gouvernement, a empêché à la police et aux juges de poursuivre les vrais coupables, qui était une cellule de partisans rouges proches des Brigades Rouges, et qui après donnera la naissance à la fameuse école de Hyperion en France. Et en fait, le terrorisme italien, c'est à la fois une guerre parallèle, intestine entre l'Angleterre, la France, Israël et l'Italie, et à la fois c'est une logique voulue ou bénie par la commission trilatérale et fondée surtout sur l'international trotskiste. Gladio, il y a presque pour rien. Alors que je suis tout à fait contre Gladio, et que Gladio m'a essayé de me faire condamner pour un massacre que je n'ai pas commis. Donc je suis pas du tout pro Gladio, mais il faut être honnête dans les choses. Oui, voilà, parce qu'en Italie aussi, il y a eu, on le sait, le grand procès c'était Ancelotti, voilà, l'ancien Premier ministre. Ah non, Andreotti. Oui. Andreotti, pardon, excusez, voilà, j'ai confondu, voilà, c'est Andreotti, voilà, et qui a balancé tout sur quand même, l'Italie a été pendant le théâtre d'une énorme manipulation politique pendant 20 ans, 30 ans, quoi. Absolument. Mais vous voyez, alors déjà, il y a 2 ans et demi, j'ai eu une confrontation avec le président de la famille de victimes du massacre de Brescia. Oui. Et à l'époque, je n'avais pas encore tous les données que j'ai là, parce que par exemple sur Brescia, je ne vous raconte même pas. Si vous voulez, il y a dans mon bouquin Orchestre Rouge, tout y est marqué. C'est grotesque en fait, tout ce qu'on a caché, qui tout le monde peut regarder. Mais c'est caché parce qu'on ne peut pas suivre, on ne peut pas poursuivre, parce qu'on poursuit, il faut mettre en discussion toute la logique de base du système de l'époque. Bon, à l'époque, donc, quand j'ai eu ces débats, je n'avais pas les éléments, j'avais fait tout un ensemble de raisonnements plutôt, et comme il a fait un ensemble de raisonnements parce qu'il n'avait aucun élément. Et j'avais remarqué, par exemple, qu'à la même époque où il y a eu le massacre en Italie, en France, ils étaient moins sanglants, mais il y a eu plus d'attentats qu'en Italie. Simplement, la différence entre l'Italie et la France, c'est que l'État français agissait soit en arrêtant, soit en tuant peut-être les coupables, soit en mettant un silence total. En Italie, où il y a toutes les bandes qui se font la guerre, et puis toutes les associations qui continuent de toucher de l'argent de l'État depuis 40 ans, etc., ça devient un cirque.
Et alors, la stratégie d'attention en Italie est très, très importante, mais il atteint un niveau spectaculaire qui n'a pas atteint ailleurs, parce que l'intervention a eu lieu en Espagne, en Belgique, en France, on n'en parle pas. Ouais, c'est vrai qu'on en parle. En Belgique un peu plus, parce que le gang des postiches aussi, c'est alors pareil, peut-être vous allez me dire que c'est pas... moi, ce que j'ai comme information là-dessus, c'est que tout ça serait lié évidemment aux armées de l'OTAN, quoi. Écoutez, j'en sais rien, en Belgique c'est tout à fait possible. Je ne suis pas connaisseur de l'histoire belge et en plus je ne suis pas ni favorable à l'OTAN ni à Gladio. Je dis simplement que il faut utiliser les éléments. En Italie, Gladio a plutôt participé en aidant le gouvernement en place, qui était des gouvernements qui était très ouvert vers le Parti communiste, en les aidant à rester debout. Donc Gladio a beaucoup participé, surtout sur ces fausses accusations vers des innocents comme moi, mais il n'a pas commis les attentats. En Italie, certainement pas. Bon, au moins, je ne sais pas s'il en a commis un, peut-être parce que Piazza Fontana, on peut encore discuter. Ah oui, parce que surtout moi, je sais pas, les informations que j'avais, l'Italie me paraissait être le pays où, avec la... Oui, mais écoutez, c'est pas de votre faute. Vous avez les informations qui sont données parce que il y a un discours officiel et qui s'est répété tout le temps. Je vous fais un autre exemple. J'aime beaucoup le football et j'assistais il y a quelques années à une émission dans laquelle il y avait soi-disant un but en hors-jeu. Et le premier commentateur a dit c'est de l'hors-jeu. Mais puisqu'il n'y avait que le bras en hors-jeu, je disais pas possible. Tout le monde a dit c'est de l'hors-jeu. Et les journaux, le jour après, ont dit que c'était un hors-jeu. Il y a eu 4 jours après, la fédération d'arbitres qui a dû publier la règle pour démontrer que tout le monde avait tort. Simplement, le premier qui a parlé a été répété, et tout le monde a répété. Donc on fait qu'à répéter toutes les choses. Mais personne n'est allé chercher les actes. Alors les chercheurs sont allés chercher les actes. Et très souvent, les chercheurs viennent même du Parti communiste ou viennent de gauche, ou c'est des magistrats, ou c'est des avocats. Et dans les actes, on trouve qu'on sait tout depuis le premier jour, mais on a décidé de ne pas le dire. Et donc, on a toutes les preuves sur tous les massacres. Sauf sur Piazza Fontana, qu'on a énormément d'indices, mais pas de preuves. Et en fait, franchement, Gladio a sûrement aidé à jeter la poussière dans les yeux, mais ce qui a été utilisé je ne sais pas s'il a été utilisé ou s'il le faisait par son compte et puis a été caché, mais c'était une partie particulière de sa gauche. Oui, parce qu'en fait, on dit, ce qui a été dit sur cette affaire, c'était que le Parti communiste italien étant l'un des partis les plus puissants d'Europe avec le Parti communiste français, et c'était une façon de contrer son influence en Italie, quoi. Oui, alors je vous dis une chose. Aux États-Unis, depuis 1961, la politique étrangère est un grand parti, pas évidemment un grand parti géré par la CIA. La CIA n'est autre chose que l'évolution de l'OSS. L'OSS a été créé pendant la Deuxième Guerre mondiale et les gens avaient été choisis dans les campus universitaires sur une logique fondamentale. Il fallait être de la gauche radicale antifasciste. Très souvent, ils se sont battus côte à côte avec les partisans en Italie, en France, etc. Et le problème fondamental, c'est qu'on parle beaucoup, mais il faut voir les actes. Alors déjà, nous avons le médecin de Togliatti. Togliatti était le secrétaire le président, vous voulez dire en France, du Parti communiste italien, qui était en plus le numéro 2 de Staline, à niveau du Comintern, qui a raconté qu'en 1964, les CIA allaient le voir pour proposer un gouvernement bilatéral Parti communiste démocratie chrétien pour empêcher que l'Italie rentre dans l'attraction du pôle carolingien dont on parlait auparavant. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que si vous allez voir, par exemple, tous les actes officiers, enfin tous les papiers officiers de la CIA a toujours dit au gouvernement américain qu'il considérait fiable le Parti communiste et qu'il voulait que le Parti communiste rentre dans le gouvernement.
Et encore, nous allons même plus loin que cela. Il faut ajouter que bien avant, déjà les années 50, au sein de la CIA, il y a eu une doctrine faite par son chef de l'époque, enfin par ce chef de l'époque, qui s'appelle doctrine Colby, qui prêchait l'attraction de tous les partis de gauche progressivement, quand je dis tout, dans le gouvernement italien. Et il y a eu une très forte confrontation entre Colby et l'ambassadeur américain de l'époque, qui était Madame Luce, qui s'est refusée à faire ceci. Et donc, toute la logique qui dit que les Américains voulaient empêcher au Parti communiste central gouvernement est absurde, est tellement absurde que j'ajoute encore 2 éléments. Le premier élément, c'est quand Aldo Moro a été tué. Oui. Les Américains voulaient la mort d'Aldo Moro. En fait, les Américains le voulaient, les Français le voulaient, les Anglais le voulaient, les Iraniens le voulaient. Et je pense que même les Russes les voulaient, donc il n'y avait pas eu de grandes chances de s'en sortir. Mais en fait, le Parti communiste italien a eu un rôle fondamental, et l'actuel président de la République italienne, Napolitano, a passé, je ne sais pas, 40 jours à New York. Et donc, vous voyez, c'est bien compliqué. Et en plus, autre chose, les Américains ont l'habitude de le considérer comme des imbéciles, mais je pense qu'ils sont tous sauf des imbéciles. Donc, malheureusement, très, très bien démontré. Alors, si après chaque massacre, les partis communistes avancent, si on veut arrêter le Parti communiste, on arrête de faire des massacres. D'accord. Donc, vous avez clairement quand même montré que donc, pour vous, il y a quand même un lien entre les communistes et les services de renseignement américains, un peu, donc qui tiraient un peu les deux côtés, quoi, selon vous. Quoi. Si. D'accord. Alors, oui, parce que là, on me remet encore un lien. On me dit, voilà, en France aussi, on avait, voilà. Après, c'était juste, voilà, Lucio Gelli, chef de la P2 qui gère les finances du Vatican, et le Gladio Otanesque pour la CIA et les coupables, bien qu'identifiés, ne peuvent être accusés faute de preuves, toutes détruites pendant l'enquête. Et aussi l'attentat du Piazza Fontana. Non, Piazza Fontana, les Giorgelli n'ont rien à voir. Hein. Alors, les Giorgelli, on peut le... je pense qu'il n'y a rien à voir dans les attentats déjà, mais à la limite, s'il y a quelque chose dans lequel il rentre surtout pas, c'est Piazza Fontana, c'est tout à fait une autre histoire. Alors, mais déjà, qui est les Giorgelli? Parce que tout le monde parle des Giorgelli. Moi, j'ai lu simplement le résultat de la commission parlementaire sur les Giorgelli, l'enquête parlementaire. Alors, les Giorgelli, pendant la guerre, il est toscan, pendant la guerre, il est dans la République sociale italienne, donc on considère qu'il est fasciste. Par contre, on découvre qu'il est un agent des Allemands, mais aussi des communistes. Et ils vont, une partie de ses camarades, au Parti communiste. Après la guerre, les services d'enseignement italiens découvrent que Licio Gelli est en train de travailler pour le Cominform, c'est-à-dire pour le renseignement communiste, et ils décident de l'arrêter. Mais les Anglais interviennent auprès des Italiens en disant « c'est le livre, c'est un mec de chez nous ». Alors, qui c'est Licio Gelli? J'ai de grosses difficultés à le comprendre moi-même. Je ne sais pas que c'est quelqu'un d'autre l'a compris, parce que voilà. Alors, on me demande aussi, vous pensez quoi de Poutine et de ce qui se passe en Ukraine au demeurant la situation? C'est déjà beaucoup de choses. Alors, allons-y. Alors, Poutine, je trouve déjà que c'est un personnage qui m'est profondément sympathique, mais en soi, il a l'esthétique qui convient au moins, et c'est quelqu'un quand même qui se bat pour son pays. Donc c'est déjà des choses importantes, bien que se battre pour un pays dans une situation arriérée, entre guillemets, par rapport à nous, c'est-à-dire arriérée même dans la décadence, c'est plus facile. Cela dit, je crois que surtout en France, on a une vision complètement mythifiée et irréelle de Poutine et de la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Russie déjà? Alors déjà, la Russie est un pays, est une grande puissance régionale, parce que ce n'est pas plus qu'une grande puissance régionale, qui essaie de récupérer, qui a essayé de récupérer son influence sur Poutine qu'il avait perdu auparavant. Maintenant, le problème de la Russie, c'est qu'elle se trouve dans des très mauvais draps, parce qu'après la crise financière de 2008, il y a eu une chute terrifiante du PIB, parce que la plus grande partie de la force économique
de la Russie et la force énergétique, enfin le pouvoir énergétique et le pouvoir de vendre l'énergie. Simplement, le pétrole à bas prix, à bas coût, à coût bas est pratiquement épuisé. Ils n'ont pas les moyens techniques pour organisationnels pour les infrastructures. Ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit par exemple pour le shale gas par rapport aux États-Unis. Les implantations de pétrole sont très dispersées, donc c'est très compliqué de le mettre de la même façon de logistique. Alors ils sont dans une situation assez particulière. En plus, je ne sais pas, les industriels russes viennent de dire il y a quelques mois au Kremlin qu'il faut absolument couper les salaires en Russie parce que c'est pas, non seulement c'est pas rentable, mais parce que les ouvriers russes ce sont les moins performants du monde. Alors la Russie se trouve dans une situation très particulière. En plus, vu que les Américains sont en train de gagner sur toute la ligne, j'ai l'impression que les Russes ont calculé que l'Ukraine était un coût trop cher pour eux. Ils considèrent beaucoup qu'il faut travailler, enfin, ils misent beaucoup sur le Nord Stream qui est déjà un acte. Je ne sais pas s'ils continuent de miser ou pas sur le South Stream, mais ils ont voulu quand même couper en deux l'Ukraine et qui lui coûtait beaucoup et laisser le coût de l'Ukraine à l'Occident, c'est-à-dire à nous. Et il y a eu un partage entre les Russes et les Américains qui pour moi est évident. Là-dedans, il y a aussi deux forces qui voudraient faire éclater la situation. C'est Soros d'un côté, les Anglais de l'autre. Et enfin, il y a la diplomatie particulière allemande qui est en train de pacifier la situation et de permettre, si vous voulez, aux Russes de s'en sortir en sauvant la figure ou la face et en ayant obtenu ce qu'ils voulaient obtenir dans cette espèce de petite victoire tactique dans une stratégie de repli. Oui, parce c'est quand même l'OTAN qui a cherché à déstabiliser l'Ukraine quand même. C'est pas Poutine. Vous êtes vraiment convaincu de ça? Alors, Yanukovych. Il y a des conversations qui le prouvent quand même. Oui, mais je veux dire, c'est comme avant la question que si les Américains sont ou sont pas dans l'Union européenne. Alors là, nous avons plusieurs sujets. Les Polonais qui veulent essayer de reprendre une influence en Ukraine. Les Anglais qui sont en guerre depuis longtemps avec les Russes, parce qu'en fait c'est ça. Puis nous avons Soros qui est en guerre avec Staline pour une raison tout à fait simple. Parce que Soros est un trotskiste et Poutine est un staliniste. Donc c'est cette guerre qui continue. Et puis nous avons les conditions réelles, parce que l'Ukraine, déjà, c'est un pays qui n'est pas un pays dans le sens où nous avons quatre Ukraines. C'est-à-dire nous avons l'Ukraine de l'Ouest qui est profondément anti-russe et qui a ses bonnes raisons d'être anti-russe, vu qu'ils ont eu 7,5 millions de morts. Alors, c'est un peu plus que l'Holocauste, mais il n'y a pas de jour de la mémoire tous les années, donc on a tendance à les oublier. Puis nous avons les Ukrainiens de l'Est, qui sont des Russes, des Russes qui sont là depuis, je ne sais plus, quelques dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années. Puis nous avons les nouveaux Russes de la Crimée, qui sont toujours des Russes, qui ont été attachés à l'Ukraine. Et puis nous avons la Russe-Ukraine, c'est-à-dire qui fait partie, qui se considère la sœur majeure historiquement de la Russie, mais qui veut être indépendante. Alors en fait, dans cette logique entre indépendance à indépendance, il y a eu tellement de changements dans la tête du pays ukrainien que on ne sait plus où on est. Par exemple, la Tymoshenko, elle est avec qui? Alors, la Tymoshenko, elle est partie comme la femme de l'homme de la Révolution Orange, puis s'arranger avec les Russes. Yanukovych, qui devait être l'homme de Russe, mais qui devait ouvrir vis-à-vis des Ukrainiens, il n'a pas fait ni l'un ni l'autre. Il a fait arrêter la Tymoshenko parce qu'il était par corruption par les Russes, pas par les Américains, n'oubliez pas ça. Et en plus, Yanukovych, c'est aussi l'homme qui a, par exemple, qui a mis le triangle franc-maçonnique sur la value ukrainienne. Donc, c'est une situation particulière. Je pense que, franchement, Obama et Poutine ont décidé de sortir de cette situation beaucoup avant que la situation explose. Et le traitement que Poutine a réservé à Yanukovych, je pense qu'il le prouve. Oui, parce que là,
parce que bon, moi j'analyse un peu la situation, mais c'est quand même la Russie effectivement qui se défend parce que, comme vous l'avez indiqué, il y a l'Ukraine, c'est une aberration. L'Ukraine, c'est une province créée par l'Empire soviétique. Finalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui, mais dites ça aux Ukrainiens qui veulent être indépendants. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait des autonomies des peuples? Oui, mais parce que oui, ils veulent être indépendants, mais c'est pas toute l'Ukraine, quoi. C'est une partie de l'Ukraine, quoi. C'est ça, en fait. Je pense que c'est quand même la majorité. Mais à part ça, parti ou pas parti, ce n'est pas la question de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je veux dire que la solution, c'était pas soluble, c'était insoluble. Et nous sommes arrivés dans la logique de Yalta. Je vous dis davantage sur la logique de Yalta, qu'il y a les Anglais qui essayent toujours de faire sauter la chose. Mais pourquoi Poutine ne fait que faire de petites révoltes armées et bouger l'armée et puis revenir arrière, bouger l'armée et puis revenir arrière. Si ce n'est pas pour pousser vraiment le reste de l'Ukraine à l'OTAN, si ce n'est pas parce que les Russes et les Américains ont peur de devoir réduire les frais d'armement d'un côté et de l'autre, ils ne doivent pas donner aux généraux la nécessité, enfin la Libye pour pouvoir garder la situation. Avec ça, je ne suis pas en train de faire un discours contre Poutine, que je considère l'un des 4 hommes de chefs d'État les plus intéressants dans la planète, mais simplement il faut rentrer dans son optique et pas lui donner une autre. Alors, Poutine est en train d'essayer de sauver la baraque dans une situation qui est terrifiante, parce que la Russie, pour certaines choses, est plus fragile que nous-mêmes. Et donc la seule force qui est là, c'est la force militaire et la psychologie de l'encerclement. La psychologie de l'encerclement, il redonne l'unité à la Russie, mais en fait, ils ont énormément de problèmes. Ils ont besoin, et vous verrez que ce sera le cas, d'utiliser les compagnies américaines, malheureusement, et une partie européenne, pour essayer pour avoir les infrastructures pour le pétrole et pour le gaz. Ils ont déjà accepté forcément les rapports de force qui ont largement changé dans les dernières 3 ans vis-à-vis des États-Unis. Ils le savent, c'est du réalisme. Ce n'est pas... Et même les partages de l'Ukraine, c'est du réalisme. Oui, parce que voilà, alors juste avant la deuxième pause, là, parce qu'on arrive au temps de la deuxième pause, mais une dernière question, c'est parce que moi, je me fie à quand même ce qui a été intercepté par, je l'imagine, les services de renseignement russes qui ont mis public ces conversations. On a entendu Victoria Nuland qui parlait avec, je sais plus, c'était un représentant, un ministre estonien, il me semble. Non, ça c'était Catherine Ashton qui parlait avec un ministre estonien. Et puis on a entendu Victoria Nuland qui s'exprimait avec un ministre ukrainien qui disait de toute façon, c'est pour, quelque part, c'était fuck you l'Europe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, in fine, la véritable cible de cette déstabilisation, c'est l'Union européenne. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la secrétaire, la sous-secrétaire d'État, je sais plus, Victoria. Oui, mais ce n'est pas impossible. Mais vous savez, l'Italie a été faite, l'Italie n'aurait jamais été unie s'il n'y avait pas eu l'appui des Anglais et des Français. Et en plus, elle a été unie par les Piémontais qui ont fait une espèce de guerre, de solution ethnique dans le sud. C'est ça qu'est l'unificateur de l'Italie, on peut dire? Oh, pas que lui. Et après l'Italie, quand même, la nation italienne, enfin, je veux dire, il n'a pas été faite que par les Anglais, par les Français et par les Piémontais, elle a été faite par les volontaires. Et en fait, l'Italie est née sur une logique de volonté des puissances et volonté des nations. Alors, toute l'histoire est faite comme ça. Si nous allons regarder, parce que si on va chercher, il y a toujours des gens qui bougent de tous les côtés. Et les manipulateurs, ils sont toujours. Et plus ils sont puissants, plus ils réussissent. Mais on ne peut pas manipuler quelque chose qui n'est pas manipulable. Alors, s'il n'y avait pas eu son desaparecidos, si les accords pris avec l'électorat avaient été maintenus, s'il n'y avait pas eu un système de police fait par des gens corrompus, s'il n'y avait pas, je ne pense pas qu'il y aurait eu une révolution ou une révolte, comme vous voulez, en Ukraine. Après, bon, évidemment, avant ou après, durant, c'est pas le problème. Il y a toujours des gens qui manipulent. 68, c'est forcément hyper manipulé. Mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. Je veux dire, il faut quand même un terreau.
Et le terreau, il est quand même existant, il est quand même réel. On ne peut pas oublier les terreaux réels simplement parce qu'on considère qu'ils sont les manipulateurs et qui plus gagnent, qui plus perdent dans la bataille. Et en fait, les Russes accusent les Anglo, l'Ashton est une Anglaise évidemment, hein, accusent les Anglo-Américains ou plus l'Union européenne. Ils ont peut-être raison, mais il est forcément vrai que les Russes ils sont dedans. Et en plus, je pense que c'est quand même un jeu de côté. Je pense que les partages étaient faits des piles de but et que ça arrange surtout les Russes. D'accord. Bah écoutez, on fait la deuxième petite pause, puis on revient pour la dernière partie. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Ok, de retour, donc voilà, on va reprendre l'entrevue, le temps qu'il fasse les petits réglages. Alors, le temps qu'il fasse les petits réglages, on va me faire signe à la régie et puis on va pouvoir reprendre l'interview avec Gabriele Adinolfi, donc en direct d'Italie d'ailleurs, je le précise, parce qu'il y en a qui m'ont demandé si c'était en France. Et ben, monsieur Adinolfi est en Italie. Ah bah voilà, on va pouvoir reprendre. Oui, monsieur Adinolfi. Ah voilà. Donc de retour. Donc oui, vous êtes en Italie parce qu'on m'a demandé si vous étiez en France. Je dis non, vous êtes en Italie maintenant. Profitez-en. Non, du fait expliquons les choses. Je suis en Italie, vous êtes en France et nous sommes ensemble dans le même endroit. C'est ce qu'on appelle le nomos de l'air, ce qui a changé complètement la géopolitique. Et c'est là, et c'est là où nous avons la domination réelle de la part surtout des Américains. Ouais. Mais on a peut-être bien que c'est une arme qu'ils nous ont donnée qui va se retourner contre eux, alors finalement. Alors, peut-être, espérons-nous. Alors là, on revient à la chose principale.